Bonjour Florian Zeller, Oh, merci de nous accorder cet entretien. Alors les conflits familiaux au théâtre, ce n'est pas nouveau. Le Cid, l'Avare, Britannicus, ce sont des histoires de famille qui ne vont pas très bien. Il y est question de conflits de génération, de conventions, de normes, de transgressions, mais aussi de l'amour et des tourments de père, de mère et d'enfants. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et avec votre pièce, Le Fils, Florian Zeller, vous faites entrer le spectateur au cœur d'une famille, une vraie, qui certes cristallise beaucoup de souffrances, mais qui nous touche, car elle ressemble à celle que nous connaissons. Loin de tout stéréotype, on y fréquente des personnages qui conservent tout au long de leur pièce la complexité et puis leur paradoxe. Ils se parlent sans tout à fait jamais se comprendre et encore moins s'entendre. Tout cela bouleverse le lecteur et le spectateur, et ce faisant signe un grand texte de théâtre. C'est cette qualité de texte qui a suscité l'envie d'en proposer aujourd'hui une édition scolaire, donc dans la collection Carré Classique chez Nathan, que nous avons établie en partenariat avec les éditions L'Avant-Scène Théâtre. Cette histoire d'adolescent s'adresse désormais plus particulièrement aux adolescents, élèves en troisième, en seconde ou en première. Alors, Florian Zeller, pour vous, aujourd'hui, plus que jamais, l'adolescence est-il le temps de tous les dangers, de tous les malheurs? de tous les dangers. C'est difficile d'avoir des réponses trop générales. Ce qui est vrai, c'est que les structures qui protègent les individus du reste du monde tombent les unes après les autres. Et l'une des structures les plus protectrices pour un individu en formation, pour un adolescent, c'est la famille. Et c'est une cellule qui a implosé. Ça date pas simplement d'aujourd'hui. Ça fait moi-même quand j'étais adolescent, les familles étaient déjà en train de se recomposer et de se réinventer. Et évidemment, le théâtre peut s'emparer de ces questions-là parce que le théâtre fonctionne toujours comme une sorte de miroir, en fait. Et j'ai l'impression que quand on va au théâtre, on ne sait pas forcément ce qu'on vient y chercher, mais on cherche quelque chose. Parce que le théâtre se présente à nous comme une sorte de miroir dans lequel on peut se regarder, se reconnaître, rire de soi de temps en temps, se perdre et se retrouver. Comme si, sans forcément le conscientiser, on adressait une question et on repartait après une représentation avec une réponse sur soi, sur notre vie. Et voilà, il y a une capacité d'interpellation au théâtre. Et c'est quelque chose que je trouve d'assez merveilleux au théâtre. Et donc, ça me semble légitime et normal que le théâtre essaie de refléter un petit peu le monde tel qu'il se présente à nous aujourd'hui, dans ses fractures et dans ses imprécisions. Là, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui a 17 ans et qui, en effet, essaie de trouver sa place entre deux foyers, celui de sa mère et d'un côté et celui de son père de l'autre côté, qui est un foyer qui s'est reconstruit avec une nouvelle femme et un nouvel enfant. Et une des questions qui traverse ce texte, c'est quelle est ma place dans tout ça? Quelle est ma juste place dans ces allers-retours entre ces deux foyers? Et ce sont Mm. évidemment des questions qui, il me semble, qui traversent beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui. Ouais, effectivement. Alors, est-ce que vous diriez que Le Fils est une tragédie au sens presque classique du terme? Oui, je pense, en fait, c'est toujours difficile de figer les choses avec un mot, mais je pense que si on y était contraint, je dirais oui, il s'agit d'une tragédie, parce qu'il y a plusieurs éléments de la tragédie qui composent ce texte. Euh, Sa fin, mais aussi cette ligne tendue vers la fin, cette ligne tendue vers la destination. Souvent dans les tragédies, le malheur, entre guillemets, est annoncé en amont, et on voit les personnages se battre pour que ce malheur n'arrive pas, que le destin n'arrive pas, ou sous une autre forme, et plus ils se battent, plus ils l'accomplissent plus certainement. Et ici, d'emblée, on pressent ce qui pourrait se passer dans le texte du fils. Euh, la mère, d'ailleurs, le verbalise, elle le formule. Elle dit qu'elle redoute que ça finisse mal. Et nous, spectateurs, on est traversés par cette intuition également. Et on a beau voir les protagonistes se débattre pour tenter d'améliorer les choses, on assiste impuissant à l'accomplissement de plus en plus irrémédiable de ce destin. Et le père de ce fils, qui est un des Mhm. personnages principaux de l'histoire, est pour moi un personnage tragique dans la mesure où il est animé par une culpabilité. Le thème de cette pièce est celui de la culpabilité et en quoi la culpabilité rend tout malheureux, tout le monde malheureux, en quoi la culpabilité abîme les relations humaines, parce que c'est un père aimant, c'est un père qui voudrait bien faire, mais qui est à la fois aveuglé par la culpabilité et
est obstiné à l'idée de réparer ce qu'il pense avoir détruit et sans se rendre compte que finalement il prend des mauvaises décisions, il a des mauvaises attitudes ou des mauvaises questions à cause de cette culpabilité. Et quelque part, il n'est pas complètement coupable, mais il va finir par le devenir, à force de tout faire pour ne pas l'être. C'est un paradoxe de la tragédie. Est-ce que dans le public, dans toutes ces familles qui viennent voir la pièce, vous avez ensuite des rencontres avec justement des familles, des adolescents, des parents qui viennent vous témoigner de comment cette pièce leur a parlé, comment elle leur a fait du bien, peut-être? Oui, c'est arrivé souvent, c'est-à-dire que c'est une des beautés du théâtre, c'est que c'est une expérience collective. C'est-à-dire qu'on partage un moment et un espace ensemble dans le public et les Mmh. émotions circulent, il y a des vibrations collectives et on partage un moment de vie et d'émotions ensemble. Et c'est la beauté, la singularité du théâtre, c'est de l'expérience collective. Et on ne sait jamais comment les choses vont être reçues, comment les œuvres qu'on propose ou les textes qu'on propose sont reçus par les gens. Mais et ce texte en particulier, parce qu'il aborde des sujets parfois compliqués, parce que c'est une tragédie, je ne savais pas, moi, comment les gens allaient la recevoir. Mais j'ai été surpris et ému de voir que presque tous les soirs, s'il se passait la même chose, c'est que les gens venaient nous voir après les représentations, bien souvent pour raconter leur propre histoire ou partager leur propre émotion. Il y avait une dimension peut-être cathartique, c'est-à-dire il y a quelque chose de cet ordre-là qui se passait. Et on a été surpris à quel point énormément de gens finalement pouvaient se sentir connectés à cette histoire. Encore une fois, pas forcément sous cette forme tragique, mais comme à quel point énormément de gens sentaient des résonances par rapport à leur propre histoire, ou bien quand ils étaient eux-mêmes adolescents et qui se sont sentis en difficulté, en péril, en moment où d'adhérer à la vie n'allait pas de soi, au moment où on se sentait complètement isolé et exclu, même de son propre cercle familial et cercle d'amour, mais aussi bien souvent relayé de gens qui se sentaient connectés avec ce qui se passait dans leur propre famille avec leurs enfants. Cette haute inquiétude que l'on peut avoir quand on a à ses côtés un jeune garçon ou une jeune fille dont on pressent qu'il ne va pas bien, quand on n'arrive pas à totalement comprendre ce qui se passe, quand celui en question n'arrive pas totalement à dire ce qui lui arrive, et que voilà, la peur la plus grande nous traverse. Énormément de gens connaissent ça. Et je crois aussi que beaucoup de jeunes gens traversent des moments de dépression, de difficulté, et qu'il n'y a pas des mots pour dire exactement de quoi il s'agit, et que beaucoup de gens sont seuls devant une grande souffrance, et que souvent on banalise cette souffrance, ou on l'identifie mal. Il y a des jeunes gens qui sont très tristes, qui ont du mal à se lever le matin, qui décrochent en cours, et qui ne comprennent pas eux-mêmes exactement de quoi il s'agit. Et parfois, les gens les regardent en disant qu'ils sont un peu fainéants, qu'il faut qu'ils fassent des efforts, que allez, ça va aller. Alors que parfois, ce sont des gens qui ont besoin d'être aidés, ou qui ont besoin d'avoir des mots pour comprendre que ce qui leur arrive a un nom, et que, ou parfois ils ont besoin d'être traités, ou qui ont besoin d'être suivis, ou qui ont besoin d'être écoutés. Et il y a quelque chose de très déculpabilisant à entendre que ce qu'on traverse, c'est quelque chose qui, qui a un nom et qui peut et qu'on peut être accompagné. Et donc, mettre toutes ces questions-là au centre du théâtre, pour moi, avait vocation justement à permettre ce dialogue-là. Et j'ai constaté, par exemple, que cette pièce a été jouée dans plusieurs pays, et donc, Mmh. à travers ça, on est confronté aux différentes cultures. Et j'ai découvert à quel point en France, il y avait une honte et une ignorance liées à tous ces sujets, notamment de la santé mentale. Même ce mot santé mentale semble gênant, comme si alors qu'il s'agit de problèmes de santé en fait. Euh, Là où, par exemple, en Angleterre, quand la pièce a été créée en Angleterre, ça a donné lieu à des débats, à des discussions sur la santé mentale, sur la dépression, sur l'accompagnement des jeunes, avec infiniment plus de liberté et beaucoup moins d'ignorance en réalité. Et donc, de le mettre comme ça sur scène, c'était une façon aussi de, d'aller contre cette ignorance et de la transgresser. Vous disiez que vous y avez été très peu au théâtre quand vous étiez au collège ou au lycée. À l'époque, donc quand vous étiez adolescent, quels souvenirs avez-vous des cours de français? Est-ce qu'il y a des œuvres qui vous ont marqué? Euh, à vrai dire, pas vraiment.
Et pourtant, il y a des auteurs que j'ai redécouverts par la suite. Je me souviens, par exemple, d'avoir étudié Marivaux en première, et c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé par la suite et que j'admire beaucoup. Mais j'ai pas eu de rencontre amoureuse avec ce texte en première. Je pense que ça tient beaucoup à peut-être à l'enseignement lui-même, quoi, ou à l'enseignant lui-même. Mais il m'est arrivé d'avoir des professeurs qui me donnent le goût de la curiosité plutôt, et déjà c'est quelque chose qui m'a permis d'aller chercher. Mais conjointement à ça, je me souviens que quand j'étais en première ou en terminale, j'avais un ami qui voulait être acteur. Et un jour, je l'ai accompagné à une sorte de scénette qu'il devait présenter devant des profs, etc. Et il jouait la scène d'un auteur qui m'apparaissait comme un auteur contemporain, qui était Pinter, un auteur anglais. Et donc, c'était en dehors des cours, mais c'était dans le cadre scolaire. Et j'ai assisté à cette petite scène et j'ai compris quelque chose du théâtre qui m'a passionné et que je n'ai cessé ensuite d'interroger. C'était cette scène de Pinter où ce personnage disait non, le non, mais on sentait qu'il voulait dire oui, et qu'il disait oui. Et j'ai compris que c'était la beauté et la singularité et l'ambiguïté du théâtre. C'est que puisqu'il s'agit d'oralité et qu'on utilise le langage oral, il y avait toute la richesse de l'oralité. C'est-à-dire que dans le théâtre, ce qui compte, c'est tout autant ce qui est écrit, c'est-à-dire ce qui est dit, que ce qui n'est pas écrit et ce qui n'est pas dit, mais ce qui se tient juste derrière ce qui est dit. Et, et donc, je me souviens, oui, de cette initiation au non-dit, de cette initiation à ce que porte de silencieux, ou ce qu'on peut détecter de silencieux dans un texte et qui en fait tout autant que ce qui est dit la beauté. Oui, oui, très bien. Bah, écoutez, Florian Zeller, merci beaucoup pour Merci. cet entretien et puis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.